Je connais plutôt bien le service de gastro-entérologie de l'hôpital Erasme. En particulier le professeur Anne Demols, une experte en cancer digestif. Aujourd'hui, j'ai surtout des questions sur les différents types de traitement du cancer en général, sans oublier les effets secondaires et les soins support évidemment. Elle va nous éclairer. C'était Patrice Goldberg. Il est le journaliste médical de cette série de podcasts sur les cancers. Il s'agit d'une initiative de la maison de production Tamara Twist, rendue possible grâce au soutien d'AstraZeneca. Professeur, merci beaucoup de nous offrir vos lumières, vos connaissances. Je vais commencer par vous demander de dire un peu qui vous êtes, de faire votre portrait robot. Enfin. Moi, je m'appelle Anne Demols, je suis oncologue digestif et je travaille à l'hôpital Erasme et l'Institut Jules Bordet qui sont maintenant fusionnés dans ce qu'on appelle l'hôpital universitaire de Bruxelles. Et donc moi, je m'occupe particulièrement des tumeurs du tube digestif. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour celles et ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que le cancer précisément ? Qu'est-ce que c'est que ce processus de cancérisation ? Alors un cancer, c'est une cellule normale au départ de n'importe quel organe qui va subir des modifications de ce qu'on appelle le génome, donc de son ADN. En général, c'est par exemple sous l'action de toxiques comme le tabac, ce qu'on connaît le plus souvent. Et donc, une fois que cette cellule normale se transforme, acquiert cette mutation, elle va devenir en quelque sorte un peu immortelle, c'est-à-dire qu'elle va continuer à se multiplier de manière tout à fait exponentielle et anormale, ce qui n'est pas le cas d'une cellule normale. Donc, ça naît, ça vit, ça meurt. Voilà. Mais une cellule cancéreuse, non. Exactement. Alors une fois qu'elle a entamé ce processus de multiplication, elle va envahir progressivement l'organe duquel elle est née. Donc ça peut être n'importe quoi, le foie, le poumon. De proche en proche, en fait, elle va grandir et envahir l'organe sain autour d'elle. Elle peut aussi dépasser les limites de l'organe d'où elle est originaire et envahir les organes adjacents, donc les organes qui sont en contact. Et même au-delà. Envahir les ganglions. Et puis alors, elles peuvent aussi se déplacer, puisqu'elles peuvent prendre les petits vaisseaux sanguins ou les vaisseaux lymphatiques et se faire transporter dans d'autres organes où elles vont pouvoir s'implanter et vivre, ce qui n'est pas non plus le cas d'une cellule normale. Et ça va devenir un peu des lésions satellites qu'on appelle les métastases. Exactement. Selon la Fondation contre le cancer, 70 000 personnes sont diagnostiquées chaque année. Bien sûr, c'est beaucoup. En même temps, plus de 350 000 personnes ont survécu à leur cancer ces 10 dernières années. Il y a des gros progrès dans la prise en charge. Oui, heureusement, on fait des progrès, mais à plusieurs niveaux, déjà dans le dépistage, puisque ça peut aider. Plus on trouve un cancer à un stade précoce, plus on a de chances de le guérir. Donc ça augmente évidemment le chiffre des guérisons, comme par exemple les campagnes de dépistage du cancer colorectal, par exemple. Alors après, on a fait d'énormes progrès ces dernières années dans tout ce qui est des types de traitements. Les thérapies, oui. Et on va de plus en plus loin. Quels sont les critères qui permettent de dire qu'un patient, quand il est diagnostiqué, bien sûr, est éligible pour un traitement curatif ? Dans traitement curatif, on entend en fait débarrasser définitivement le patient d'une tumeur. Éliminer la tumeur, oui, c'est ça. Alors en général, ça s'adresse évidemment quasi uniquement qu'aux tumeurs à des stades précoces. Dans quelques rares exceptions, on opère parfois des métastases, mais vraiment dans des conditions bien particulières. Mais en général, les tumeurs qu'on peut opérer, puisqu'en général c'est la chirurgie qu'on choisit comme traitement de choix pour guérir un patient, c'est vraiment les tumeurs les plus petites ou les plus localisées qu'on va pouvoir guérir. Alors on peut aussi donner d'autres techniques que la chirurgie, on peut donner des rayons en combinaison ou non avec de la chimiothérapie, ou détruire des lésions par exemple avec de la radiofréquence ou des micro-ondes ou de la radiothérapie. Donc il y a plusieurs façons d'essayer d'éradiquer complètement une tumeur. Alors après une chirurgie, dans certains cas, on va donner au patient un traitement de chimiothérapie qu'on appelle adjuvant, qui va aider en fait à réduire les risques de rechute ou de récidive après la chirurgie. Alors ça ne se donne pas chez tout le monde, ni dans
toutes les tumeurs, mais dans certains cas bien précis, après une chirurgie, le patient va pouvoir bénéficier d'une chimiothérapie, par exemple. Je reviens à ma question, quels sont les critères qui permettent de dire que tel patient est éligible pour un traitement curatif par rapport à tel autre qui ne l'est pas? Mais donc, on va devoir faire au moment du diagnostic de la tumeur ce qu'on appelle un bilan d'extension. C'est en fait un peu faire la cartographie de la tumeur. Déjà, on va voir sa localisation dans l'organe de départ, donc on appelle primitif. On va voir sa taille, on va voir son extension dans la tumeur, on va voir si elle a envahi les organes autour, si elle a donné des métastases dans les ganglions ou à distance dans d'autres organes. Alors, les organes les favoris sont un peu différents d'une tumeur à l'autre, donc on sait que certaines tumeurs vont donner préférentiellement des métastases, par exemple dans le foie ou dans les os ou dans les poumons. Donc, on doit adapter en fait le bilan d'extension au type de tumeur. Et donc, une fois qu'on aura tous ces critères, on va pouvoir donner ce qu'on appelle le stade de la tumeur. Et un patient qui a par exemple beaucoup de métastases dans plusieurs organes, on sait qu'on ne va pas pouvoir lui donner un traitement curatif. Et en général, alors on parle plutôt de traitements ou de chimiothérapie palliative, qui sont des traitements dont on sait qu'on ne guérira pas le patient. Alors il faut se méfier parce que de ma propre expérience, j'ai parfois des patients qui auraient dû mourir et qui sont finalement guéris. Donc je n'aime pas de dire qu'on n'y arrivera jamais. Donc je me méfie en disant ça, mais en général, c'est des patients qu'on n'arrivera pas à guérir. Et donc, ce sont des traitements qui vont essayer de contrôler en fait la croissance de la tumeur, voire la faire régresser en taille pour finalement augmenter la durée de vie du patient et essayer de diminuer les symptômes liés à la tumeur. Je dirais en dehors de la chirurgie. La chirurgie, évidemment, c'est pour les patients dont on a un espoir de guérison, donc d'enlever toute la tumeur. Alors, pour les patients qui sont dans des cancers où on n'a plus d'espoir de guérison, on a ce qu'on appelle les traitements systémiques. Ça veut dire qui attaquent quelque part la cellule tumorale où qu'elle soit dans le corps. Donc là, il y a différents types de traitements. Les traitements les plus anciens, c'est la chimiothérapie. Ce sont en fait des médicaments qu'on donne soit par la bouche, soit en intraveineux, et qui vont aller agir quelque part sur le cycle cellulaire pour empêcher la cellule tumorale qui est en division extrêmement rapide de se reproduire. Alors il y a différents sous-types de chimiothérapie en fonction de où ils agissent sur le cycle cellulaire. Je ne vais pas rentrer en détail. Alors, ces chimiothérapies, elles agissent par définition sur les cellules qui se divisent très rapidement, donc les cellules de la tumeur. Mais malheureusement, elles vont aussi pouvoir agir sur certaines cellules saines. Oui. Typiquement, les cellules de la moelle, donc qui vont produire les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. C'est pour ça que les patients en chimiothérapie peuvent avoir des diminutions de tout ça, de l'anémie, entre autres. Ça peut aussi s'attaquer aux cellules du tube digestif, donc donner des diarrhées ou des aftes dans la bouche. Et aussi un grand classique, les pertes de cheveux, par exemple. Donc la chimiothérapie, elle agit un peu en tirant un peu partout sans être vraiment hyper spécifique. Et c'est pour ça qu'on a plus d'effets secondaires. Alors on a maintenant, vous aurez sûrement entendu parler de ça, ce qu'on appelle les thérapies ciblées, qui, comme son nom l'indique, sont des traitements, que ce soit intraveineux ou aussi par la bouche, qui vont s'attaquer spécifiquement à une cible. Alors, qu'est-ce que ça peut être, cette cible ? Ça peut être une mutation qu'une cellule tumorale a, de un, ni une mutation sur laquelle on a un médicament qui agit, ou bien parfois elles peuvent agir sur des récepteurs de croissance qui sont sur la tumeur ou qui sont dans le sang pour favoriser, par exemple, la croissance des vaisseaux nourriciers des tumeurs. Donc il y a différents types de thérapies ciblées, et ce sont soit des anticorps, soit ce qu'on appelle des petites molécules. Alors, comme son nom l'indique, comme elles sont plus ciblées,
Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'effets secondaires, mais elles ont vraiment des effets secondaires plus qui limité, sont, on peut dire. On ne va pas dire plus limités, mais beaucoup plus spécifiques, liés vraiment à la cible qu'elles ont. Donc, par exemple, si je prends un exemple dans le cancer colorectal, il y a des médicaments qui vont se fixer sur les récepteurs qu'on appelle le GFR, peu importe, qui sont dans la tumeur, mais on en a aussi dans la peau. Donc, c'est des patients qui vont développer des espèces d'acné, des lésions des ongles, parce que la cible, elle existe dans la tumeur, mais elle est aussi ailleurs. Ouais. Mais malgré tout, comme c'est plus ciblé, effectivement, il y aura moins d'effets secondaires généraux et vraiment plus ciblés. Donc, c'est vraiment la différence avec la chimiothérapie générale, on va dire. Alors, il y a maintenant, on dirait, une troisième sorte qui est l'immunothérapie, qui, elle, n'a vraiment pas du tout le même principe. Donc, elle ne va pas agir directement sur la cellule tumorale. Elle va en fait aider le système immunitaire du patient à reconnaître la cellule tumorale comme quelque chose d'extérieur, puisque nos globules blancs, particulièrement les lymphocytes T, ils sont programmés pour reconnaître ce qui ne nous appartient pas et aller les détruire. Voilà. Oui. Alors, les cellules tumorales, elles ont des caractères un peu vicieux qui leur permettent un peu de se déguiser, on va dire ça. Oui, c'est un peu la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Et de fabriquer des choses ouais. qui font que notre immunité ne reconnaît plus la cellule tumorale comme quelque chose qui ne nous appartient pas. Et donc, ces médicaments vont lutter contre ça et vont quelque part restimuler les lymphocytes T, entre autres, du patient à aller attaquer la tumeur. Alors, il y a quand même des effets secondaires possibles. La question que j'allais poser, voilà. Oui, pourquoi ? Parce que chez certains patients, ça n'arrive pas chez tous les patients, le système immunitaire est tellement surstimulé qu'il va pouvoir aller attaquer tout d'un coup un organe du patient. Donc, par exemple, les organes les plus souvent attaqués, c'est par exemple la thyroïde. Donc, les patients ont une destruction de la thyroïde par leur propre système immunitaire. Ça peut toucher un peu tous les organes. On peut avoir des diarrhées parce que ça attaque la muqueuse de l'intestin, ça peut attaquer les poumons. Donc effectivement, il y a peut-être moins d'effets secondaires généraux qu'une chimiothérapie, comme nausées, vomissements et ce genre. Cheveux et tout ça, voilà. Ouais. Mais nous, en tant que médecins, on doit vraiment être très attentifs à tous des autres petits symptômes qui viennent d'autres organes, mais qui peuvent être le signe que l'immunité du patient est en train de s'attaquer aux autres organes du patient. Oui. Donc, il faut quand même être attentif quand on soigne un patient avec un traitement de ce genre. Tous les cancers ne peuvent pas toujours être éliminés, c'est sûr. Mais dans ce cas, il y a quand même toujours des solutions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, dans ce cadre, la différence qu'il peut y avoir entre un traitement palliatif et un patient en phase terminale ? C'est pas la même chose. Alors, il y a un peu une confusion entre traitement palliatif et soins palliatifs. En fait, en termes de soins palliatifs, on devrait plutôt dire soins de confort et de fin de vie. Donc, un traitement palliatif, donc une chimiothérapie palliative, on traite encore le patient, on donne encore des médicaments pour lutter contre l'activité de la tumeur. Un patient qui est en fin de vie ou en soins de confort, c'est un patient à qui on ne va plus donner de traitement contre le cancer. Mais ça n'empêche pas qu'on va le laisser tomber, lui dire qu'on ne le voit plus, non. On va continuer à suivre ce patient, ou souvent, alors là, le médecin traitant intervient de manière plus importante, parce que plus souvent les patients sont à la maison, viennent moins à l'hôpital. On va donner tous les traitements qu'il faut pour lutter contre les symptômes de la maladie. Donc, par exemple, un patient qui a des douleurs, forcément, on va lui donner des antidouleurs. Un patient qui a une occlusion de ses voies biliaires, c'est bien entendu qu'on va aller déboucher la voie biliaire. On ne va pas laisser le patient comme ça, même si on ne lui donne plus un traitement dans l'espoir d'arrêter la croissance de la tumeur. Donc, on fait vraiment tout ce qu'on peut pour que les conditions de vie du patient soient les meilleures possibles.
pour qu'il soit confortable et souffre le moins possible finalement des dégâts causés par la tumeur. Alors parfois, quoi qu'on fasse, on arrive tout de même en phase terminale, comme on dit. Dans ce cas, comment l'euthanasie peut-elle entrer en jeu ? Alors l'euthanasie, elle est légale en Belgique, ça vous le savez, donc elle peut être pratiquée dans certaines conditions, notamment pour les patients avec un cancer, avec une espérance de vie limitée. Alors tous les patients, évidemment, ne vont pas demander l'euthanasie. Il faut savoir que l'euthanasie, c'est un droit du patient, mais c'est le patient qui va la demander. Donc l'euthanasie, c'est vraiment un procédé où on va mettre fin activement à la vie du patient en quelques minutes. C'est différent que ce qu'on appelle une sédation. Donc ça veut dire on augmente les antidouleurs pour que le patient ne souffre pas, mais ça ne va pas entraîner son décès dans les minutes. Donc là déjà, il y a deux choses complètement différentes. Donc le patient qui souhaite une euthanasie, en général, c'est lui qui la demande. Il en parle avec nous et il va nous dire, peut-être qu'un jour, si je trouve que mes conditions de vie ne sont plus bonnes, donc je trouve que psychologiquement, je ne peux plus supporter ce que je vis, je souhaiterais avoir recours à une euthanasie. Est-ce que vous avez des conseils généraux à donner aux patients pour faire face, je dirais, mentalement et physiquement à ces effets secondaires possibles ? Alors le rôle du médecin, de l'oncologue, en premier lieu, c'est d'expliquer au patient quels sont les effets secondaires qu'il va pouvoir ressentir. Alors c'est vrai que par exemple, en cas d'immunothérapie, c'est impossible de commencer à sortir la liste de tout ce qui peut se passer, mais en tout cas donner les effets secondaires les plus fréquents liés au traitement que le patient va recevoir. Comme ça, le patient peut les identifier. Et une fois qu'on identifie un effet secondaire, on sait plus facilement comment y faire face. Et donc, nous, on doit expliquer au patient, si vous avez de la diarrhée, vous devez faire ça. Si vous avez tel effet secondaire, vous devez faire ça. Donc, on va prescrire des médicaments pour lutter, par exemple, contre les nausées, les vomissements qui sont quand même les plus fréquents avec la chimiothérapie. Donc, c'est vraiment important d'éduquer le patient à reconnaître les effets secondaires et à savoir comment les traiter. Alors, il y a aussi un autre volet, c'est la prévention de certains effets secondaires. Donc, on parlait tout à l'heure d'effets secondaires cutanés de certains traitements. Eh bien, on sait que si on donne, par exemple, certaines crèmes, je ne vais pas entrer dans les détails, en prévention, on va diminuer la survenue des effets secondaires. Donc, il faut vraiment agir sur prévention, bien connaître et pouvoir reconnaître les effets secondaires et surtout les rapporter. Voilà, ne pas hésiter à les répercuter auprès de son médecin pour ajuster en fait le traitement. Et si ça survient entre deux consultations, le patient peut appeler l'infirmière ou l'infirmier coordinateur de soins pour rectifier du coup la prise en charge de l'effet secondaire. Alors dans certains cas, on va devoir diminuer les doses de traitement parce que certains effets secondaires vont le nécessiter. Donc c'est vraiment important. Et c'est très individuel. C'est très individuel, effectivement. Et alors ce qui est aussi très important, parce qu'il y a maintenant beaucoup de médicaments qu'on prend par la bouche, donc ça veut dire que le patient avale ses comprimés lui-même à la maison, c'est évidemment hyper important de prendre le médicament au bon moment et jusqu'au bout. Au bon moment, à la bonne dose, jusqu'au bout, où justement, certains médicaments, il y a des phases de pause, donc de bien respecter les pauses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la compliance du patient, et c'est vraiment très, très, très important. Alors justement, puisqu'il faut impliquer le patient dans son traitement, qu'est-ce qu'il peut faire en plus des traitements ? Je veux parler de nutrition, activité physique, etc., des conseils d'hygiène de vie. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus ? Effectivement, être bien nourri, c'est vraiment très important. Donc bien conserver sa masse musculaire, essayer de ne pas perdre de poids. On sait que c'est important pour la tolérance au traitement et puis aussi par le fait simplement que le patient se sentira mieux, il sera en meilleur état général. Donc ça, c'est extrêmement important. Nous aussi, on doit dépister les patients déjà dénutris ou ce qu'on appelle à risque de dénutrition et vraiment les envoyer chez un diététicien ou une diététicienne pour lutter contre ça parce que c'est vraiment extrêmement important. Il y a aussi la condition physique, donc on sait que faire du sport, garder une activité physique minimale, c'est vraiment extrêmement important.
pour le patient, parce qu'il va se sentir mieux, mais aussi parce qu'il va mieux supporter ses traitements. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi tous les supports psychologiques, les soins esthétiques pour certains médicaments qui peuvent donner des problèmes cutanés, ou simplement les alopécies, donc les pertes de cheveux, les personnes qui peuvent prendre en charge les soins esthétiques, les perruques. Il y a plein de choses à faire. Il y a des patients qui sont très stressés, qui peuvent être pris en charge par un psychologue, qui peuvent faire de la méditation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aider le patient. Il faut aussi se méfier de certaines choses qui sont parfois contre-indiquées. Donc, par exemple, il y a des patients qui vont prendre des compléments alimentaires avec des plantes qui sont toxiques ou formellement contre-indiquées avec une chimiothérapie. C'est ça, qui sont contre-productives par rapport à la chimio. Exact. Donc, toujours bien montrer ce que vous prenez à votre oncologue pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Oui, et puis l'ensemble de toutes ces activités, on peut les retrouver dans ce qu'on appelle les maisons de ressourcement. Il y en a en Wallonie, il y en a en Flandre, il y en a maintenant à Bruxelles aussi. Et donc, ça a été démontré que s'adresser à ce type de structure qui est complémentaire à l'hôpital, ça améliore la compliance justement du patient et donc ça réduit peut-être les risques de récidive et puis ça améliore la qualité de vie aussi et puis ça permet d'aller plus loin dans le traitement. Sûrement. Professeur, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les études cliniques? En fait, quand un patient peut-il participer à des essais cliniques? Alors, comme son nom l'indique, une étude clinique, c'est un essai thérapeutique. On va proposer au patient de recevoir un traitement qui n'est pas le traitement standard. Alors, il y a différents types d'études cliniques qui s'adressent à certains types de tumeurs et certaines conditions. Donc, chaque patient ne pourra pas participer à une étude clinique parce qu'il faut déjà qu'il y ait une étude clinique qui existe dans le cas du patient, donc dans le cas de sa tumeur. Et le patient doit aussi avoir certains critères qui vont lui permettre d'entrer dans l'étude clinique. Donc en général, l'oncologue du patient aura déjà fait un peu une présélection des études cliniques qui existent dans son hôpital ou dans les autres hôpitaux en Belgique. Et lui va proposer au patient s'il veut participer ou non à l'étude clinique. Effectivement, le patient n'est pas obligé d'accepter. C'est son droit également de refuser de participer à une étude. Alors, il faut savoir que les patients peuvent aussi eux-mêmes chercher où il y a une étude clinique. Donc, il y a des sites sur Internet où les patients peuvent voir dans quel hôpital se trouve quelle étude clinique. Donc, le patient peut lui-même aussi proactivement demander à son médecin « Tiens, est-ce que dans mon cas, il y a une étude clinique qui existe ?» Et si un patient a accepté de participer à une étude clinique, voire l'a demandé, ça ne l'empêche pas éventuellement de s'arrêter quand il le veut. Non, bien entendu. À tout moment, le patient peut faire ce qu'on appelle retirer son consentement et donc dire je ne veux plus participer. Tout à fait. Quelles sont les nouveautés thérapeutiques pour les patients atteints de cancer? Qu'attendez-vous, je dirais, avec le plus d'impatience aussi? On parle beaucoup de vaccination, de thérapie génique, mais bon, il faut pas toujours mettre la charrue avant les bœufs. Les patients arrivent souvent à la consultation parce qu'ils ont entendu une étude chez la souris et pensent que demain, ce sera investi chez l'homme. Donc, chaque chose en son temps et il faut rester optimiste et penser qu'on va continuer à découvrir des choses qui vont permettre de mieux traiter nos malades. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe de bonnes raisons d'espérer? On peut dire qu'il y a beaucoup d'espoir dans la recherche? Oui, bien entendu. Écoutez, je trouve que c'est une excellente conclusion. Merci beaucoup, professeur. C'est fondamentalement utile pour les patients, j'en suis sûr. Avec plaisir, merci beaucoup. Vous voulez en savoir plus sur vivre avec le cancer? Alors n'oubliez pas d'écouter les autres épisodes. Partagez-le avec des personnes pour qui il peut aussi être un soutien. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois.